Un mois après l'adhésion du Togo au Commonwealth, le président national du PDP, l'honorable Innocent Kabara, sort un livre intitulé Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. C'est pour pouvoir analyser au peigne fin cet ouvrage que nous invitons sur ce plateau Ashraf Ourosama. Il est conseiller juridique du PDP, assistant parlementaire, juriste spécialiste des questions internationales, administratives et constitutionnelles. Cher ami, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, bonjour au milieu d'auditeurs de la télévision New World. Et bonjour monsieur Michel Taba. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous. Je crois que à travers cette émission, nous célébrons les vertus de la démocratie libérale, le débat démocratique, la production intellectuelle également. Vous savez très bien que la production intellectuelle doit être vraiment au cœur du combat politique et c'est ce que le PDP a choisi. Et donc nous sommes aujourd'hui là pour faire la pédagogie du contenu de notre ouvrage et dérouler la feuille de route parce que c'est aussi une esquisse du projet de société du président Innocent Kabara. Alors justement, le président Innocent Kabara, dites-nous qu'est-ce qui l'a inspiré à écrire ce livre. Oui, quand vous parlez d'inspiration, disons que vous parlez de la motivation. Qu'est-ce qui peut motiver un président de parti politique à écrire un ouvrage? Non, mais c'est tout simplement des motivations qui sont tout à fait légitimes. Parce que quand on est président de parti, ce qui veut dire qu'on rêve un jour de présider à la destinée de ce pays-là et qu'il faut faire des propositions. Il faut faire des propositions fortes, il faut anticiper l'avenir et il faut essayer de voir notre environnement parce que le Togo ne vit pas en autarcie. Nous sommes dans un contexte géopolitique extrêmement mouvementé et les opportunités comme ça se présentent au pays. Donc quand les opportunités se présentent au pays, on dit souvent il faut les saisir au maximum. Et c'est ce que le président, disons, propose dans son ouvrage. Ce qui vraiment l'a inspiré, vous savez, c'est quelqu'un quand même, c'est un bilingue assumé. Ouais. C'est un bilingue, c'est quelqu'un qui a fait quand même des études à l'extérieur. Et aujourd'hui, je crois, compte tenu de son expérience, il a tout de suite compris que le Togo ne peut pas être dans une zone culturelle exclusive et qu'il faut diversifier aujourd'hui nos partenariats pour être vraiment au rendez-vous des enjeux de la mondialisation qui s'imposent aujourd'hui. Alors, on va étudier des aspects de ce livre. D'abord, l'histoire constitutionnelle. Oui, effectivement, la première partie, disons que l'ouvrage a fait 160 pages, structuré en deux grandes parties. La première partie est intitulée Le Togo, un État postcolonial français au bilan politique, culturel et économique mitigé. Et la deuxième partie de l'ouvrage est intitulée L'adhésion du Togo au Commonwealth, une exigence vraiment du monde contemporain. Voilà, je crois que dans la première partie, l'auteur à travers, disons, ses réflexions permanentes, nous a vraiment déroulé l'histoire constitutionnelle togolaise. Aujourd'hui, vous savez très bien que le Togo quand même subi des influences extérieures, notamment françaises. Nous avons des institutions aujourd'hui qui sont calquées sur le modèle français. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire le bilan, c'est-à-dire 60 ans depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire le bilan n'est pas aussi reluisant que ça. Si le bilan n'est pas reluisant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail d'introspection, il faut se remettre en cause et proposer des alternatives. Donc je crois que c'est une histoire constitutionnelle extrêmement douloureuse. Et nous tenons vraiment à le rappeler que cet ouvrage-là n'est pas un réquisitoire contre la France. Ce n'est pas un réquisitoire contre la France parce que les esprits souvent dotés d'une paresse intellectuelle pouvaient tomber dans ce piège-là en disant que encore un panafricaniste qui incrimine la France pour rien. Non, c'est juste une analyse objective des faits. Nous ne sommes contre la francophonie. Nous estimons tout simplement que le Togo doit diversifier ses partenariats en adhérant à une nouvelle communauté. Et vous savez très bien que le Commonwealth aujourd'hui rayonne à l'échelle planétaire. L'anglais aujourd'hui est la langue de la mondialisation. Les Togolais ne peuvent pas être dans une étroitesse d'esprit. Il faut aller au-delà. Vous avez également abordé les questions sur la disparité de développement et comparative. Oui, parlant des disparités de développement, vous savez, je viens tout de suite disons, de vous donner, disons, les astuces de la première partie de l'ouvrage, c'est-à-dire l'histoire constitutionnelle. Maintenant, s'il faut parler des disparités, vous savez très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir les dynamiques de développement entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, nous remarquons que l'écart de développement est abyssal.
l'écart de développement. Le Ghana est tout juste à côté. Lorsqu'on fait le classement de Doing Business, par exemple, il suffit d'aller sur Internet, de voir. Vous voyez que les pays francophones d'Afrique sont souvent vraiment à la traîne, que ce soit dans la zone CEMAC que dans la zone CEDEAO. Et c'est toujours les pays anglophones qui occupent le peloton de tête. Voilà, il faut s'interroger. Pourquoi on se retrouve toujours dans ce même schéma? Pourquoi les pays africains, disons l'Afrique francophone, n'est pas assez dynamique économiquement? Pourquoi est-ce que nous éprouvons vraiment des difficultés à nous insérer aujourd'hui dans le commerce international? Il suffit tout simplement de lire l'ouvrage du professeur Kako Nubukwa pour comprendre. Et je crois que l'honorable Kabara, le président Innocent Kabara, le déroule dans son ouvrage en disant que si le Togo doit rester, c'est-à-dire dans le schéma actuel, vraiment nous n'obtiendrons pas des résultats. Il faut diversifier des partenariats parce que c'est quand même une transition historique quand même décisive, hein, parce que quitter la francophonie depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Togo a été toujours membre de la francophonie. Il faut sortir de cette zone de confort-là pour aller chercher des partenariats. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, les gens peuvent émettre des réserves sur le Rwanda qu'on prend comme exemple, mais je suis désolé, aujourd'hui, je crois qu'il y a des éléments objectifs qui nous permettent d'apprécier objectivement et de retenir quand même quelque chose de tangible. Aujourd'hui, les indicateurs économiques du Rwanda, pour un pays qui a connu le génocide en 1994, ils connaissent aujourd'hui une ascension économique extrêmement fulgurante. Voilà. Et je crois que nous pensons vraiment que c'est à cause de ce basculement-là, parce que c'est une colonie belge, il faut le noter. Le Rwanda, c'est un pays traditionnellement francophone et qui, voilà, par les enjeux, par les opportunités aujourd'hui qui s'imposent, le président Paul Kagame a jugé vraiment utile d'adhérer au Commonwealth. Et depuis l'adhésion du Togo et du Rwanda, autant pour moi du Commonwealth, on enregistre vraiment des résultats au niveau du Kigali. C'est aujourd'hui, quand vous allez à Kigali, le Kigali aujourd'hui, c'est la ville la plus propre. Voilà, objectivement, c'est ce qu'on retient. Aujourd'hui, quand vous regardez le classement du Doing Business ou le classement des institutions financières internationales, vous remarquerez que le Rwanda occupe les pelotons de tête en Afrique anglophone. Donc, encore une fois, c'est ce qui a motivé vraiment l'auteur à faire des recommandations dans l'ouvrage, à décrire, à se projeter. Par exemple, nous parlons du PND, on parle de l'émergence du Togo en 2030. Vous savez, lorsqu'on est président de parti politique, on peut enrichir le débat. Vous comprenez? Voilà, on peut enrichir le débat tout en n'étant pas, voilà, à la magistrature suprême. Donc, ce qui veut dire qu'on peut ne pas être président de la République, mais enrichir le débat, faire des propositions. Et c'est ce que nous essayons de faire en permanence. Vous l'aviez dit tout à l'heure, l'anglais, c'est la langue de la mondialisation. À part cela, qu'est-ce que le Togo gagne concrètement dans l'adhésion au Commonwealth? Oui, mais qu'est-ce que le Togo gagne concrètement? Et je crois qu'il faut partir sur plusieurs plans. Lorsqu'on prend par exemple sur le plan économique aujourd'hui, sur le plan économique, mais le Togo, il y a plein d'opportunités aujourd'hui qui se présentent. Et il y a par exemple des fonds d'aide. Je ne dis pas que la francophonie n'a pas vraiment ces fonds d'aide-là, mais c'est que le Commonwealth par exemple est extrêmement exigeant. Par exemple aujourd'hui, le Commonwealth incarne vraiment les vertus de la démocratie libérale et l'économie également libérale. Nous, au PDP, nous nous insurgeons contre les dérives de l'économie libérale aujourd'hui qui mettent les États en difficulté. Mais nous estimons que le Togo doit être dans une logique de libéralisme raisonnable. Quand je dis libéralisme raisonnable, je m'explique. Le libéralisme raisonnable veut dire tout simplement que l'État, nous croyons profondément au régalien. L'État doit continuer à jouer son rôle de réglementation des activités économiques, mais l'État doit vraiment donner les opportunités au secteur économique, à tous ces acteurs-là qui créent la richesse et qui permettent à l'État de faire des recettes au quotidien, annuellement ou mensuellement, de prospérer économiquement. Donc, ce sont des propositions comme ça que l'auteur déroule dans son ouvrage et nous espérons que le gouvernement togolais est résolument engagé dans ce sens. Donc, ils sont résolument engagés dans ce sens, mais nous estimons qu'on peut faire mieux. D'où l'urgence vraiment de faire la pédagogie sur le contenu de l'ouvrage de l'Innocent Kabara. C'est extrêmement important si on veut vraiment emprunter la voie de l'émergence. Vous savez, aujourd'hui, le commerce international est fait vraiment d'embûches, c'est-à-dire le commerce international, la concurrence est extrêmement forte. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui sur le plan économique les multinationales, on prend le cas par exemple de Bolloré qui a des ennuis judiciaires, qui a des parts de marché. C'est légitime, hein? Une multinationale peut
s'exporter, avoir des marchés légitimement. Mais aujourd'hui, est-ce que dans l'Afrique francophone et dans la CEMAC, on a comme ça des entreprises, des multinationales qui sont capables de gagner des marchés à l'Occident? Je suis désolé. Je crois que la réponse, elle est spontanée tout de suite, c'est le néant. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Il faut permettre aux PME de grandir, les petites et moyennes entreprises, de grandir, d'aller gagner aussi des parts de marché à l'extérieur et d'imposer aussi un rythme aussi infernal aussi à d'autres pays. Parce que nous ne pouvons pas rester dans ce statu quo-là, dans une situation d'inertie où les multinationales viennent gagner des marchés et rapatrient des fonds chez nous. Mais qu'est-ce que nous gagnons réellement? Mais si nous faisons preuve vraiment de patriotisme économique, si nous permettons aux entrepreneurs, à toutes les initiatives solitaires économiques des uns et des autres vraiment de grandir, nous pouvons dans les années à venir vraiment faire face. Et c'est l'occasion vraiment de le dire, parce que le président Innocent Kabara, certes, est l'auteur de cet ouvrage, mais il a également fait des propositions à l'Assemblée nationale. La dernière fois, je l'ai rappelé ici lorsque vous m'aviez invité. Oui. Il a fait tout dernièrement une proposition de loi à l'Assemblée nationale portant sur les petites et moyennes entreprises. Donc nous avons, vous pouvez retrouver sur la loi, cette proposition de loi sur le net sur le site internet du PDP et vous lirez les dispositions. Et ces dispositions-là, vraiment, aujourd'hui, a un débat assez houleux à l'Assemblée nationale, que ce soit aussi au niveau, disons, dans le débat public en général, pour permettre aujourd'hui pour permettre à nos entreprises de prospérer économiquement. Voilà. Alors, peut-on appartenir à deux communautés culturelles, concrètement? Oui, mais effectivement, on peut appartenir à deux communautés. Je crois que le ministre... Ça ne cause pas de problème? Non, ça ne cause pas de problème. Le Rwanda l'a montré. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Le Gabon voilà, il y a des pays aujourd'hui qui appartiennent... Le Togo n'est pas le seul pays francophone qui appartient au Commonwealth. Vous avez également des pays de Commonwealth également qui veulent aussi profiter des parts de marché et qui aujourd'hui ont pris l'initiative aussi d'appartenir aussi à la francophonie. Le Ghana, par exemple. Le Ghana, par exemple. Je crois que pour des raisons de géopolitique, pour des raisons de prospérité économique, d'enjeux mondiaux aujourd'hui qui s'imposent, je crois qu'il faut diversifier les partenariats. Et je crois que dans l'espace francophone, effectivement, il y a des opportunités. Mais nous ne pouvons pas faire preuve d'étroitesse d'esprit. Il faut aller gagner des marchés ailleurs. C'est ce que propose le président national Innocent Kabara. Nous essayons vraiment de faire de la pédagogie. Donc, je crois qu'il faut s'inscrire vraiment dans la continuité. Et moi, je salue vraiment la diplomatie togolaise, le droit de légation. Aujourd'hui, nous avons un plénipotentiaire. Je vais parler du ministre Robert Dossé, qui aujourd'hui, vous le remarquerez, c'est-à-dire il y a une offensive diplomatique togolaise dans la sous-région qui est extrêmement forte. Je crois que nous sommes à admirer de part et d'autre, du nord au sud. Nous avons une diplomatie quand même assez efficace, que ce soit dans la résolution des crises et tout. Et je crois que d'après même la dernière sortie du ministre Robert Dossé à la télévision publique, je vais parler de la TVT, oui, il a chez vos confrères, le ministre Robert Dossé l'a dit brillamment, que le Togo ne saurait être dans une étroitesse d'esprit, qu'il faut diversifier nos partenariats, il faut aller gagner des marchés. Aujourd'hui, je prends par exemple sur le plan judiciaire. Aujourd'hui, en adhérant au Commonwealth, le Togo ou les citoyens togolais peuvent par exemple bénéficier d'une protection juridictionnelle lorsque le Togo n'a pas une représentation dans un pays. Vous voyez, c'est extrêmement enrichissant ça. Si le Togo n'a pas une représentation, un consulat, une ambassade dans un pays, le fait d'adhérer au Commonwealth, moi, citoyen togolais, vous, citoyens togolais, tous les citoyens togolais peuvent bénéficier d'une protection juridictionnelle dans ces pays-là. Ce qui n'était pas possible auparavant. Vous voyez? Donc, les citoyens en bénéficient, l'État en bénéficie. Je crois que tous les acteurs en bénéficient. Je crois qu'aujourd'hui, le Commonwealth peut vraiment nous donner ces opportunités-là. Je crois qu'il faut s'inscrire vraiment dans cette logique. La francophonie nous donne vraiment des opportunités, mais il faut des opportunités supplémentaires, surtout qu'on a quand même une économie plus ou moins embryonnaire, je suis désolé de le dire, mais voilà, je crois que les efforts sont faits quand même au quotidien, mais il faut se donner vraiment les moyens d'y arriver. Lorsqu'on a des ambitions, lorsqu'on fixe la barre très haute, il faut vraiment se donner les moyens d'arriver. Je crois que le Togo aujourd'hui se donne ces moyens-là, mais nous estimons vraiment qu'il faut faire plus. Il faut diagnostiquer le problème, proposer des solutions. Et j'invite vraiment tous les présidents de partis politiques à en faire de même. Vous savez très bien que la production intellectuelle vraiment est au cœur de notre combat politique. Le président Innocent Kabara, à chaque fois,
fait des sorties, il publie des ouvrages, des tribunes, vous le suivez sur les réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, il est en Europe, c'est ce qui explique ma présence ici. Sinon, il aurait pu être là pour faire aussi la pédagogie du contenu de son Il est ouvrage. actuellement à Genève. Il est actuellement à Genève, il a fait Amiens en France, il a fait Bruxelles, il a fait Rome, il a fait Amsterdam. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne, tous les pays européens sont disons, au courant du contenu de notre ouvrage. Nous essayons de faire de la pédagogie. Nous avons, le président a rencontré la diaspora et quelques ambassadeurs pour la dédicace de l'ouvrage. Il y a eu des conférences, débats. Vous savez, lorsqu'on est à l'extérieur du pays, on peut aussi se prononcer sur son pays d'origine ou son pays. Donc, tous ces gens-là ont la nationalité comme nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté de la Méditerranée qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Alors, Ashraf Ouro-Sama, cette question politique, on voit au même moment que les pays qui ont adhéré au Commonwealth ont un certain souci politique avec la France. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a le Rwanda, il y a le Gabon avec ses histoires de biens mal acquis. Est-ce qu'on peut dire, vous êtes politique, est-ce que le Togo ne commence pas à avoir un souci avec la France? Non, le Togo n'aura pas de souci. Je crois qu'en toute chose, il ne faut pas brûler les étapes. La France ne peut pas nous en vouloir d'adhérer au Commonwealth. C'est vrai, on qualifie le Togo et les autres pays d'Afrique francophone de précarés, de zones exclusives françaises. Mais je crois qu'il faut commencer quand même de quelque part. Aujourd'hui, nous avons quand même une génération de jeunes, des dirigeants qui prennent des initiatives, il faut les accompagner. Nous ne nous inscrivons pas dans une logique de rapport conflictuel avec la France. Nous disons tout simplement à la France que le Togo doit grandir. Nous avons des ambitions légitimes et nous devons avoir les moyens de réaliser ces ambitions légitimes-là. Vous avez parlé aujourd'hui de l'exemple du Rwanda. Oui, mais vous savez qu'entre le Rwanda et la France, il y a quand même un contentieux historique qui n'est pas encore évacué. Je veux parler du génocide français. Tout récemment, le président Macron a demandé aux intellectuels français, je vais parler des historiens en général, de réfléchir spécifiquement sur les génocides rwandais. Ils ont produit un rapport qui ne reconnaît pas de manière notoire la responsabilité de la France, mais on reconnaît une certaine responsabilité passive de la France. Le président Paul Kagame a demandé des excuses à la France, ce que la France n'a pas fait. Bon, je ne dis pas qu'il faut demander aux puissances occidentales d'être dans une logique de repentance permanente, mais nous leur disons qu'ils ont une part de responsabilité dans une partie de notre histoire qu'ils doivent le reconnaître tout simplement. Bon, donc, il n'y a pas de rapport conflictuel. Je crois que nos dirigeants, je veux parler de ceux qui prennent aujourd'hui les décisions politiques dans notre pays, sont vraiment au courant de ça et qu'ils sauront prendre des mesures idoines pour qu'on ne rentre pas dans un rapport conflictuel avec la France. La France est un pays ami, nous pouvons toujours entretenir des relations traditionnelles et nous pouvons innover. Il y a des entreprises françaises, il suffit tout simplement de sortir, tout à l'heure vous verrez des Togolais qui prennent du carburant dans une station Total, c'est une multinationale française. Donc nous ne les incrinons pas. S'il y a des prestations de services de qualité, les Français continueront à faire du commerce. Je crois que le plus important, c'est que les Togolais doivent aussi exporter leur génie inventif, gagner des marchés à l'extérieur et aussi faire des recettes. Alors, l'ouvrage épouse complètement, si on peut le dire, les pas du gouvernement en place ou bien la politique du président portée diplomatiquement, comme vous l'avez dit par le professeur Robert Doucet. Est-ce qu'on peut conclure déjà, Ashraf Ouro-Sama, qu'entre le PDP et le parti au pouvoir, il n'y a plus d'opposition? Non, je crois que vous m'excusez pour le terme, au fait, ce sont des récriminations qu'on formule à notre endroit au quotidien. Vous savez, pendant longtemps, l'univers politique a été, disons, structuré en deux parties. On estimait qu'il n'y a qu'une vision manichéenne qui pouvait triompher, c'est-à-dire les radicaux et les modérés. Nous estimons que non, il peut y avoir des partis centristes. Et aujourd'hui, nous avons une idéologie qui est noble. Le TDP est un parti centriste. Mais nous dire qu'on épouse totalement la feuille de route ou la politique du gouvernement, mais non, on épouse une partie, mais il y a des insuffisances. C'est ce que nous essayons au quotidien tout simplement de dénoncer. Le PDP est un parti responsable. Nous voulons participer au rayonnement de ce pays. Mais nous disons qu'on ne doit pas dire en permanence au gouvernement de jeter leur actif ou leur bilan à la poubelle. Mais non, il y a des choses qui sont très bien faites. Mais dès lors qu'il y a des insuffisances ou des incohérences, nous sommes alertés. Nous sommes un parti responsable. Nous participons, disons,
aux discussions créées par le gouvernement, d'autres acteurs politiques. Nous essayons de faire nos propositions en permanence. Vous savez très bien que tout dernièrement, le président, sur l'instruction du président, la première ministre a reçu tous les partis politiques à la primature. Ouais. Nous étions à la primature. Donc nous avons discuté, le PDP, tout comme les autres partis politiques, ont formulé leurs recommandations pour essayer d'enrichir le dispositif normatif, pour essayer d'opérationnaliser toutes les résolutions prises en amont par le gouvernement. Et je crois que nous sommes dans cette logique-là. Mais nous ne sommes pas dans une logique manichéenne de la politique togolaise. On ne peut pas nous incriminer à chaque fois d'épouser fidèlement la feuille de route du gouvernement. Non, non. Nous faisons des propositions en permanence. Nous critiquons également le gouvernement lorsqu'il y a des incohérences. Je crois que le Togo est un patrimoine commun et nous devons tous militer pour la sauvegarde vraiment de l'intérêt général. Alors, après la sortie de l'ouvrage, quels sont les enjeux qui se présentent à nous? Non, parlant des enjeux qui se présentent à nous, il y a des enjeux aujourd'hui géopolitiques. Vous savez très bien que le Togo est menacé par des djihadistes. Il y a quand même des attaques extrêmement violentes et c'est l'occasion aussi de louer la bravoure, l'abnégation et la résilience des forces de sécurité. Je crois que nous sommes de tout cœur avec eux. Le gouvernement doit continuer à les accompagner en logistique pour les permettre vraiment d'endiguer ou de juguler le mal. Donc tout ce que nous disons, c'est qu'il y a des enjeux quand même extrêmement majeurs. Aujourd'hui, vous avez tout le Sahel qui est bousculé, qui est déstabilisé. Et vous avez les terroristes qui sont à nos portes. Le Togo doit grandir. Nous avons une diplomatie quand même qui prend vraiment de l'initiative à chaque fois. Et aujourd'hui, le Commonwealth peut nous permettre d'être disons, dans des relations bilatérales avec ces pays-là pour nous permettre d'endiguer le mal. Et parlant aussi du Commonwealth, aujourd'hui, le multilatéralisme est incarné par le monde anglo-saxon, je suis désolé, par le monde anglo-saxon. Et nous pouvons transposer les modèles qui ont réussi ailleurs. Il n'y a pas de honte de transposer comme ça dans nos pays les modèles qui ont réussi ailleurs. Je crois que nous nous inscrivons dans la continuité, le PDP résolument engagé vers cet idéal-là. Alors, qu'est-ce que le PDP, compte en faire, justement? Oui, mais qu'est-ce que nous comptons en faire comme je l'ai dit, le président est en tournée européenne. Nous essayons de faire ici de la pédagogie du contenu de l'ouvrage au Togo. Il y aura une tournée nationale et dans les prochains mois, nous allons rencontrer des associations, des groupes d'étudiants pour engager le débat. Vous savez, le Togo est un pays démocratique. Il ne peut y avoir un triomphe, disons, des résolutions unilatérales d'un parti politique sur les autres. Il faut engager les débats et nous sommes en train de dérouler comme ça notre feuille de route, puisque c'est une esquisse aussi de notre projet de société, ça il faut le comprendre, c'est une esquisse de notre projet de société. Nous faisons vraiment des recommandations. Quand on parle aujourd'hui de la langue anglaise, il faut un bilinguisme assumé de l'État togolais, il faut une insertion de l'anglais. Nous ne disons pas qu'il faut brûler les étapes pour insérer l'anglais aujourd'hui dans le système éducatif. Il faut partir dès les bas âges. Nos enfants ou nos petits frères aujourd'hui qui sont au cours primaire dans 10 ans, voilà, forcément auront une richesse quand même incroyable. Ils seront des bilingues. Et je crois qu'avec cet atout-là, le Togo peut rayonner à l'international, diplomatiquement, économiquement et culturellement. Et culturellement également, moi je m'adresse aussi aux acteurs culturels. Et je crois que d'autres nous ont obéi quand même à notre invitation parce que nous avons invité l'autre fois nos acteurs culturels. Aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple le cinéma togolais, ce qu'on appelle le soft power en anglais, aujourd'hui le cinéma togolais, je suis désolé, nous ne pèsons absolument pas dans la sous-région à l'échelle continentale et mondiale. Dans le Commonwealth aujourd'hui, quand vous prenez par exemple Hollywood, je veux parler du Nigeria, le Nigeria s'en sort. Voilà. Quand vous prenez par exemple l'Inde, qui a réussi aujourd'hui, et c'est vrai qu'ils ont un passé historique avec les Britanniques, mais ils ont réussi aujourd'hui à imposer l'anglais. Ils s'en sortent aussi culturellement. Au même moment, on remarque que si on prend par exemple au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire par exemple, elle est dans la francophonie, mais elle s'en sort aussi. Oui, elle s'en sort aussi. Je ne dis pas que des pays francophones ne s'en sortent pas, mais comparativement, aujourd'hui, lorsqu'on décide de faire le classement du cinéma africain, quels sont les pays qui occupe le peloton de tête? C'est l'Afrique du Sud, c'est le cinéma sud-africain, c'est le cinéma nigérien.
Voilà, c'est ce que je dis. Ce sont les pays anglophones toujours qui occupent le peloton de tête. Donc je m'adresse vraiment aux acteurs culturels aujourd'hui de s'approprier du contenu de notre ouvrage, les acteurs économiques, politiques également, parce que nous faisons vraiment des propositions. L'honorable Innocent Kabara sert de manière large. Il a vraiment ratissé large. Et vous savez, c'est le résultat. C'est vraiment le résultat de 6 ans, de 7 ans, 8 ans de recherche. Parce que le Togo avait pris l'initiative d'adhérer au Commonwealth depuis les années 2014. Et l'auteur a commencé depuis les années 2015-2016 à mener des recherches. Et c'est en 2022 qu'il publie son ouvrage. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se tournent en nous disant « Mais le Togolais vient d'adhérer ». Et l'adhésion du Togo vient d'être actée le 25 juin dernier. Mais un mois plus tard, l'honorable publie son ouvrage. Non, vous savez, nous nous approprions vraiment des sujets majeurs de notre société. Le PDP produit beaucoup. Nous avons des think tanks, nous avons des cellules. Parce qu'un parti politique, c'est aussi ça. Il ne faut pas attendre des échéances électorales pour faire des propositions. Comme je l'ai dit pendant longtemps, les gens comme ça brandissent des slogans. Des vieux slogans qui sont aujourd'hui contre-productifs. Je crois qu'au lieu de dépenser notre énergie pour brandir les vieux slogans, il faut plutôt faire la pédagogie sur notre projet de société. Le projet de société de l'honorable Innocent Kabara est très clair. C'est une injonction, des recommandations aux Togolais de s'approprier du contenu de notre ouvrage, de s'approprier aussi l'entrepreneuriat anglo-saxon, les vertus de la démocratie libérale. Démocratiquement, aujourd'hui, nous avons presque dans la zone francophone ce qu'on appelle une démocratie procédurale qui est contre-productive. Je crois que si on veut vraiment avoir des avancées majeures, il faut transposer des modèles qui ont réussi ailleurs. Je crois que dans les pays anglophones, il y a quand même ces idéaux-là qu'on peut transposer dans notre pays. Alors, en 30 secondes, Ashraf Orosama, pourquoi le choix de ces pays ou bien de ces villes? Amiens, c'est en France, Rome, c'est en Italie, Francfort en Allemagne, Amsterdam, Pays-Bas et puis Genève en Suisse. On a l'impression qu'on a un peu oublié l'Afrique. Or, ce sont ces pays africains, certains pays africains. Non, nous ne n'oublions pas l'Afrique. Ça va venir. Non, ça va venir. Nous avons notre agenda. Nous allons dérouler notre agenda. Vous aurez l'occasion de nous recevoir dans d'autres émissions. Nous allons. Voilà, c'est une feuille de route aujourd'hui qui vient d'être commencée. Vous savez, lorsqu'on a publié notre ouvrage, il y avait un intérêt, un engouement vraiment retentissant, vraiment de la diaspora et aussi d'autres partenaires. Je vais vous parler des Occidentaux qui ont souhaité vraiment recevoir l'honorable tout de suite. Donc on a décidé de les privilégier et sur le plan national, nous reviendrons pour faire la pédagogie. Allez, c'est le terminus, cher Ashraf Orosama. Vous avez sans doute un dernier mot. Oui, j'ai vraiment un dernier mot. Je dis vraiment aux Togolais de s'approprier du contenu de notre ouvrage. Aujourd'hui, nous avons le président Innocent Kabara a d'autres ouvrages à venir. C'est quelqu'un qui est dans une logique de réflexion permanente. La production intellectuelle rythme avec le combat politique au PDP. C'est notre leitmotiv en fait. Nous essayons vraiment de le marteler à chaque fois et nous invitons vraiment aux partis politiques de publier des ouvrages, de faire des think tanks, d'organiser vraiment des conférences pour qu'on puisse vraiment enrichir le débat. Si on veut vraiment présider vraiment aux destinées de ce pays-là, il faut faire des propositions fortes. Merci et des propositions parfois qui rompt avec le schéma traditionnel. Mais le PDP n'éprouve pas cette crainte-là de sortir des schémas traditionnels. Il faut innover en permanence. Et j'invite vraiment la communauté togolaise, à la communauté nationale, d'acheter l'ouvrage, de lire l'ouvrage. Nous les entendons pour d'autres conférences, d'autres sujets de débat. Et je dis vraiment bravo à l'artiste, bravo à l'honorable Innocent Kabara pour son chef-d'œuvre. Le Togo est l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Merci beaucoup à vous, Ashraf Orosama. Vous êtes conseiller juridique du PDP, assistant parlementaire, juriste spécialiste des questions internationales, administratives et constitutionnelles. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Vous nous donnez toujours l'opportunité. Je crois que c'est aussi les vertus de notre constitution libérale. Moi, je célèbre vraiment au quotidien la constitution de la 4e République. Voilà, nous avons une constitution vraiment qui a des dispositions constitutionnelles qui innovent, qui nous donnent l'opportunité de nous prononcer. Inscrivons-nous dans la continuité. Je crois que le président Innocent Kabara et le PDP s'inscrivent dans cette logique-là. Donc merci à vous encore une fois. Merci beaucoup. On va marquer donc la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.